Sud Soir, le journal. Bonsoir, 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, les élèves maîtres issus du concours de recrutement 2020-2021 ont battu le macadam ce lundi. Ils veulent être les premiers servis dans le recrutement des 5000 enseignants promis par le chef de l'État. À Ziguinchor, par contre, les détenus de l'affaire Boffa-Bayotte ont bien tenu leurs promesses. Ils ont entamé une grève de la faim ce lundi pour exiger l'ouverture d'un procès après 3 années de détention. Toujours dans le sud du pays, pénurie d'eau est notée à Tchonkessil dans le département de Bignona. Ici à Dakar, Nyari Tali souffre. Depuis 2 mois, l'eau ne coule que tard dans la nuit. La Seine-Eau réagit. Les problèmes seront réglés après la mise en service de l'usine KMS3 en mai prochain. Et puis l'on s'achemine vers la réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal après 7 mois de fermeture. Un consensus se trouvait entre les deux parties pour renforcer le contrôle des frontières. À la présentation, Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Une partie des 834 élèves maîtres de la liste d'attente du concours de recrutement des élèves maîtres 2020-2021 ont battu le macadam de la place de la Nation en rond-point RTS pour exiger leur recrutement. Le gouvernement doit procéder au recrutement de 5000 enseignants. Ils doivent être les premiers servis puisqu'ils ont déjà fait le concours. Ismaël Marcel Colli compte rendu. C'est à travers ce slogan qu'ils ont battu le macadam de la place de la Nation au rond-point RTS pour exiger le recrutement. Ils, ce sont les candidats à la liste d'attente du concours de recrutement des maîtres section 2020-2021. Pour ces élèves, ils doivent être privilégiés dans le recrutement des 5000 enseignants prévus par l'État, puisqu'ils ont déjà fait le concours, nous dit Tiba Diallo, leur porte-parole. Sur les 5000 enseignants, nous qui sommes sur la liste d'attente, nous mettons d'abord être pris en considération, car nous avons franchi toutes les difficiles étapes de l'admissibilité à l'entretien. Et bien avant, nous avons passé aussi la dictée. Donc, nos camarades qui sont dans les CRFPE, je pense qu'ils n'ont pas plus de chance que nous, car nous avons franchi toutes les différentes étapes avec eux. Donc, s'il y a lieu de prendre des enseignants, nous pensons d'abord être les prioritaires. Notre seul tort aura été seulement que nous avons été logés sur la liste d'attente. Mais quand même, nous avons les mêmes compétences et le même niveau que nos camarades qui sont dans les CRFPE. Ces candidats à la liste d'attente disent avoir adressé plusieurs correspondances, mais sans succès, poursuit toujours Tiba Diallo. Nous avons écrit également 2 demandes pour voir le directeur de la formation et de la communication. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas donné un écho favorable à notre demande. Pour le secrétaire général de la coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système, Pabouakar Kama, venu les soutenir, son syndicat n'acceptera pas un recrutement sur la base d'un dossier. Nous disons encore une fois de plus à l'État de penser à ces 834 candidats qui sont placés sur la liste d'attente, parce que le tort tout simplement a été de ne pas faire partie des 2500 qui ont été recrutés pour subir la formation cette année. Le recrutement sous forme de dossier a été dépassé pendant des décennies. Donc nous n'accepterons pas qu'un recrutement à base de dossier revienne pour tout simplement insérer la clientèle politique. Ces candidats sur la liste d'attente disent être prêts à aller dans les régions les plus reculées du Sénégal pour enseigner. Ismaël Marcel Colli marche également du collectif des jeunes aveugles diplômés de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur. Ils exigent leur recrutement dans la fonction publique, le financement des projets et l'amélioration du statut des contractuels sortant de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Un mémorandum a été d'ailleurs déposé sur la table du gouverneur Babacar Ndao. Des diplômés aveugles chômeurs dans les rues de Thiès, une marche pacifique pour des solutions d'emploi. Pour une 3e fois, le président a donné des instructions pour qu'enfin les déficients visuels puissent être recrutés au niveau de la fonction publique ou que leur projet soit financé par la DER ou par d'autres directions en charge des microfinances. Jusque-là, des projets n'ont pas été financés. Nous constatons aussi, tout a été fait, mais des instructions n'ont pas été respectées
parce que ces ministres refusent de respecter les instructions du président de la République Macky Sall. Des membres de la société civile, Forum Civil Rado, des formations politiques de l'opposition ont pris part à cette marche, tous sensibles à la cause des aveugles diplômés chômeurs. Abdourahim Diallo, porte-parole du collectif. Il y a des élèves sortant de l'INEFJA qui sont des standardistes, qui sont des fabricants de brosses et de serre-pierre, qui sont sortis de l'INEFJA et qui n'arrivent pas à travailler. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils déposent leur projet au niveau de ces directions en charge de financer leur projet, ils leur donnent que 200 000 francs. Et que 200 000 francs, ce soit 10% du montant déposé. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons parmi les étudiants ou des déficients visuels en chômage, il y a des sociologues, des psychologues et j'en passe. Aujourd'hui, ils ont leur diplôme, mais ils n'arrivent pas à travailler. Un mémorandum remis au gouverneur de la région de Thiès a mis fin à la marche. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Les éducateurs spécialisés et animateurs culturels veulent également être recrutés dans la fonction publique. Au nombre de 87, ils dénoncent leur longue attente après des années de formation et interpellent le chef de l'État sur les recrutements arbitraires au ministère de la Culture et de la Communication où ils étaient en sit-in ce matin. Josette Kelly. Nous voulons travailler, non au recrutement clientéliste. Énième cri de cœur des éducateurs spécialisés. Après 14 ans d'attente, ils se disent lassés. Ndeye Astou Diba, présidente du collectif des éducateurs spécialisés du Sénégal. À chaque fois, c'est des promesses, jusqu'à présent rien. Là, on interpelle notre direction, notre ministère de tutelle et le président de la République. Les éducateurs spécialisés ont besoin de travail, puisque les services sont en manque criard de personnel. On a trop souffert. 14 ans, des jeunes qui sont restés 14 ans à attendre leur recrutement. Actuellement, on est à bout. Au nombre de 37, les animateurs culturels dénoncent ce qu'ils appellent le recrutement partisan et souhaitent d'art leur intégration dans la fonction publique. Ibrahima Diallo. Au moment où les animateurs culturels formés à la bonne école sont en train de chômer, il y a des gens, des étudiants, même cartouchards, qui sont dans ce ministère à cause d'un clientélisme politique. Et nous sommes non à cela. Nous sommes non à cela. Et ça suffit maintenant. Comme le président de la République a donné le feu vert, un recrutement massif dans la fonction publique en disant que nous aussi on est là. Nous sommes là depuis 2016. Ça suffit. La patience, ça suffit. Le chômage, ça suffit. Très dévoués, ces jeunes comptent poursuivre la lutte pour se faire entendre des autorités. Yves Nzalé, coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Le prochain sitting sera au ministère de la Justice, ensuite un sitting à la DER et un autre sitting au ministère de la fonction publique. Parce que nous n'allons pas concevoir que les ministres du président Macky Sall soient des ministres à problème. Au lieu d'être des ministres de solution, ils sont des ministres à problème pour le président. Et il faudrait que le président de la République prenne ses responsabilités par rapport à cette situation que nous allons continuer à dénoncer. Ces jeunes espèrent faire partie des 65 000 qui seront recrutés comme l'a annoncé le chef de l'État le 3 avril dernier. Diplômés sans emploi, nous voulons travailler. Josette Kali, je vous le disais en titre, affaire Boffa-Bayotte. Les détenus ont entamé ce lundi une grève de la faim. Ils exigent l'ouverture d'un procès après 3 années de détention. Les familles se sont d'ailleurs donné rendez-vous devant la MAC de Ziguinchor ce matin. Ignace Dey. Ils ont mis en exécution leur menace d'entrer en grève de la faim illimitée ce lundi matin à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Ce sont les 25 personnes détenues dans l'affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte qui avait fait 14 morts dans la forêt de Boffa. Des détenus à la MAC de Ziguinchor qui protestent contre leur longue détention. Le régisseur de la prison qui recevait ce matin ses familles et qui les a rencontrés, les familles de ces 25 détenus mobilisés devant la prison pour leur exhorter à convaincre leurs proches à surseoir à cette grève de la faim. Bien, le régisseur n'a pas obtenu gain de cause. Ces familles des 25 personnes en détention ont opposé un niet catégorique à la demande du régisseur. Pas question de convaincre leurs proches en prison de surseoir à cette grève de la faim illimitée. Mamdiara Sané, fille du défunt chef de village de Toubakouta, décédé en détention. En phrase avec nos frères, parce que quelqu'un qu'on a arrêté en détention depuis 3 ans sans pour autant être édifié, c'est difficile, c'est dur, c'est dur. Nous attendons impatiemment, on a beaucoup attendu. On les a arrêtés, amenés à Dakar, amenés à Ziguinchor, mais toujours rien. On ne sait pas ce qui se passe. Pour le moment, c'est difficile. Moi, mon père même a été arrêté. Il est mort en détention. Et là, aujourd'hui à la maison, il n'y a personne. Même mes 2 frères qui étaient là-bas sont là, dans la prison. Et même parfois, on a des problèmes pour même aller les voir. C'est difficile.
Des familles qui ont décidé également de se solidariser à leurs proches en détention depuis plus de 3 ans à la MAC de Ziguinchor. Une longue détention qui a d'ailleurs soulevé l'ire de ces détenus qui sont entrés en grève de la faim. Et leurs parents mobilisés ce matin devant la MAC de Ziguinchor ont décidé d'entrer en grève de la faim. Une façon pour ces familles de se solidariser à ces 25 personnes arrêtées et inculpées depuis plus de 3 ans à Ziguinchor. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, restons dans le sud du pays où une pénurie d'eau est notée à Thionck-Essyl dans le département de Bignona. Des populations qui s'offusquent contre le mécanisme de distribution de l'eau dans leur commune. Elles ont organisé un rassemblement ce week-end pour exiger le départ de la société en charge de l'approvisionnement qui, selon elles, est à l'origine de leurs maux. Ben Michel Confoudi. Les populations de Thionck-Essyl ne veulent plus de la société Aquaren qui distribue et commercialise l'eau potable dans cette commune située dans le département de Bignona. Aquaren, je peux dire qu'elle est vomi au niveau de Thionck-Essyl. Mais ça n'en veut plus d'Aquaren. Ce qu'il y a de faire, c'est qu'il faut qu'elle parte. Comment partir et quand partir, ça dépend maintenant de la procédure qu'on va suivre et pour arriver à ce départ de Aquaren. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on en a marre, on n'en a pas besoin d'Aquaren à Thionck-Essyl. Et donc la population est vivement fatiguée. Aquaren n'a pas sa place ici, il faut qu'elle parte. À l'origine de leur colère, des dysfonctionnements dans l'approvisionnement qu'elles imputent à la société. Aliou Badji est leur porte-parole. C'est que depuis que Aquaren s'est installé à Thionck-Essyl, nous n'avons jamais cessé d'avoir des difficultés. Parce que justement, en termes de branchement, les gens s'en plaignent. En termes de facturation, la population s'en plaigne. Et en termes aussi d'insuffisance en eau, il y a manque d'eau. Aujourd'hui, à Thionck-Essyl, pour se réveiller le matin, c'est difficile. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas d'eau et tu iras en train de chercher d'où partir pour chercher de l'eau. Ça, c'est vraiment un problème qui est fréquent. Ensuite, il y a aussi le manque de communication. On sent que Aquaren, depuis qu'il s'est installé à Thionck-Essyl, ne communique jamais. Pas d'avis, de préavis, de coupures et autres. Jamais ils n'ont communiqué avec la population. Et aussi, il y a un autre problème qu'on peut citer, c'est que Aquaren, depuis qu'il est à Thionck-Essyl aussi, il y a un peu une imprégnation de la population dans sa gestion. Il travaille tout seul et il gère tout ce qu'il doit gérer sans que ça rende compte à quiconque. Et la population aujourd'hui sont fatiguées et ne peuvent plus considérer ces problèmes qui sont là. Les populations de Thionck-Essyl sollicitent de l'État la rupture du contrat d'exploitation d'Aquaren pour, disent-elles, abréger leurs souffrances. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi, des dysfonctionnements dans l'approvisionnement qui sont dus à un problème technique et qui est sous la responsabilité de l'EUFOR et le service régional de l'hydraulique, selon le représentant de la société Aquarum. Suivons les explications de Sidi Sané avec Ben Michel Confoudi. Le problème en est que au niveau du forage, on a 2 forages, mais il n'y a qu'un seul puits qui fonctionne, un seul forage qui fonctionne, et que la population de Thionck-Essyl, elle est vaste. Le seul forage qui fonctionne ne peut pas suffire Thionck-Essyl en eau. L'autre est en panne, et celle-là qui est en panne, si elle fonctionne à elle seule, elle peut tenir Thionck-Essyl 24/24 tant qu'il n'y a pas de coupure de courant. Le forage qui est en panne, c'est tout ce que je peux dire. Je sais que c'est pas nous ici à Thionck-Essyl qui pourrons réparer ça. C'est les pannes là au niveau du forage, c'est l'OFOR qui doit réparer ces pannes là. Ce sont des pannes techniques. C'est l'hydraulique. Quand le forage est en panne, on ne peut pas dire d'ici 2 jours ou 3 jours pour réparer les pannes là au niveau du forage. Parce que là, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est l'hydraulique qui doit voir sa disponibilité pour pouvoir se déplacer pour venir réparer. Au niveau local, s'il y a panne, on leur dit qu'il y a panne et c'est à eux de gérer avec l'hydraulique. C'est le bureau régional qui est à Ziguinchor. C'est lui qui s'en charge de la coordination pour ces ans de réparation avec l'OFOR, l'hydraulique. Retour à Dakar, à Niaritali, où l'accès à l'eau potable est un véritable problème dans ce quartier. L'eau ne coule du robinet que tard dans la nuit et pour quelques heures seulement. Les consommateurs excédés par cette situation interpellent les autorités. Un reportage de Rapsé Limanmon. En tout cas, on demande pour que l'eau revienne. On est vraiment fatigué. C'est la principale doléance des populations du quartier Niaritali, précisément aux alentours du rond-point jet d'eau. Depuis 2 mois, les robinets ne coulent que tard dans la nuit. Un véritable calvaire, témoigne ces dames. Je m'appelle Fatmatou Sambassé, ça fait presque 1 mois. Ça fait presque 1 mois. Il n'y a pas d'eau du tout? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Vous vous levez à quelle heure? Des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures, n'importe quelle heure. Je m'appelle Bénédicte. On n'a pas de l'eau bientôt 2 mois. Il y a l'église qui achète un camion. Et ils puissent, après on nous donne. On va acheter de l'eau, chercher de l'eau là-bas et prendre une charrette, payer 1000 francs pour venir. Et les réserves ne servent à rien. C'est pas suffisant. Chaque 3 jours, on part pour chercher. Tu payes 1000 francs. C'est vraiment fatigant. Pour la lessive, on ne peut pas laver. Moi, j'en ai plein de lessive, je ne peux pas laver. Parce que si tu veux laver tes habits, ce n'est pas possible. Celle-là, tu sais, elle a des enfants.
C'est pour ça qu'ils se débrouillent. Mais nous, comme des adultes, j'ai tonnes des habits. On ne peut pas laver. En cette période de Ramadan et surtout dans ce contexte de Covid-19, difficile de respecter les gestes barrières. Est-ce que vous arrivez à respecter les gestes barrières, notamment le lavage des mains avec les enfants? Non, pour les lavages des mains, on se débrouille avec ça, mais... Ces populations qui souffrent dénoncent par ailleurs la cherté des factures. On ne puise pas et on nous amène des factures très chères. Oui, on est vraiment fatigué. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu relever. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es venu relever? On n'a rien puisé. Il est fâché. Oui, il est parti. Les populations de Niary Tally affirment que la CNO met à leur disposition des citernes d'eau. Mais elles ne suffisent pas. Cette distribution gratuite se termine souvent en bagarre, chacun voulant être servi en premier. Rapsel Imanouane, la réaction de la CNO, justement, des perturbations qui sont dues au déficit de production dans la région de Dakar. Et seule la mise en place de KMS 3 prévue au mois de mai prochain pourrait régler le problème, selon la CNO. Les populations devront donc prendre leur mal en patience avec des mesures d'accompagnement mises en place par la Société des eaux. Plus de détails avec Ibra Faloued, directeur territorial de Carin, joint par Mamdiara da Silva. Effectivement, nous confirmons que nous connaissons actuellement des problèmes au niveau des zones que vous venez de citer. C'est la zone de Niary Tally, la partie haute de Niary Tally, la zone de Bentali et un peu la zone de Cité Bissap et Cheikh Ahmadou Bamba. Mais il faut préciser que c'est les zones aujourd'hui qui sont les plus impactées, mais actuellement sur le périmètre de Dakar, il y a pas mal de zones qui sont un peu dans cette situation. Et c'est lié principalement au déficit de production que nous connaissons dans la région de Dakar. Quand je parle de déficit de production, c'est un peu la capacité de production de nos installations comparée à la demande, n'est-ce pas, des populations et des industries. Maintenant, dans cette situation, c'est un peu ces zones qui sont situées en bout des réseaux ou bien dans des zones hautes, un peu sur la topographie, qui seront les zones les plus impactées. Et il en sera ainsi jusqu'à quand? Bon, comme je l'ai dit, c'est un problème de déficit et le déficit ce sera réglé définitivement avec la mise en service de KMS3 qui est prévue dans le mois de mai, vers le 20 mai. Mais en attendant, nous faisons des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, ça concerne un peu la création de stations de suppression pour quelques zones. Par exemple, aujourd'hui, nous venons de mettre en service une station de suppression dédiée à la zone de Cité Bissap, qui était beaucoup plus problématique. Maintenant, au-delà de ça, nous essayons de faire des restructurations des réseaux et accompagner les populations avec des camions potable. Mais c'est bien précisé, c'est des mesures d'accompagnement que nous faisons. Mais ce qui va régler définitivement le problème de déficit dans Dakar, c'est le projet de Keur Momar 3 qui est prévu, n'est-ce pas, dans le mois de mai prochain. 18h17 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Faisons le point sur la pandémie au sein du pays. Une tendance plutôt baissière se poursuit. Le bilan du jour révèle 39 nouvelles contaminations. Aucun décès n'a été enregistré par le service du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 190 patients sont encore sous traitement. 380 665 personnes ont reçu leur dose de vaccin contre le Covid sur toute l'étendue du territoire depuis le début de la campagne de vaccination. On s'achemine vers la réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. Selon les sources du ministère de l'administration du territoire guinéen, le gouvernement sénégalais et celui de la Guinée ont trouvé un consensus pour renforcer le contrôle le long des frontières. Une nouvelle qui réjouit des opérateurs économiques et transporteurs exténués par cette fermeture de frontières qui dure depuis 7 mois maintenant. La correspondance d'Amadou Ribari. C'est à la veille de l'élection présidentielle du 18 octobre 2019 que les autorités guinéennes ont fermé ses frontières avec la Sierra Leone, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le gouvernement guinéen a décidé de rouvrir ses frontières avec la Sierra Leone et a maintenu celle-là liant avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dans une sortie récente, le chef de l'État guinéen a justifié cette fermeture prolongée pour des raisons sécuritaires. Alpha Condé a même accusé ses homologues Macky Sall et Omar Sissoko Embalo de refuser de coopérer en vue d'un contrôle le long des frontières face aux menaces terroristes dans le Sahel et les autres formes d'insécurité qui guettent les 3 pays, regrette Alpha Condé. Mais selon nos informations, le contact vient d'être renoué entre le gouvernement guinéen et sénégalais. Des membres des 2 pays voisins ont eu une rencontre pour trouver une solution à leurs différends, confie une source au ministère de l'administration
situation du territoire guinéen. Elle nous informe que des discussions ont abouti à un consensus pour la rouverture de la frontière avec le Sénégal. Notre informateur soutient que le Sénégal s'est engagé à partager des renseignements pour faciliter le contrôle à la frontière. Avec ce compromis, ce cadre qui a pris part aux négociations indique que la réouverture de la frontière avec le Sénégal n'est qu'une question de jours, avant de préciser que cette décision ne concerne que le pays de la Teranga et non la Guinée-Bissau qui n'a pas encore manifesté la volonté d'engager une quelconque négociation avec les autorités guinéennes. Sur le front diplomatique, la CEDEAO tente à son tour une médiation pour amener les deux pays frères à s'entendre car estime l'organisation la fermeture de la frontière viole le principe de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Merci beaucoup Amadou Ribari. Direction la Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, toujours bloqués en Europe après leur acquittement par la Cour pénale internationale. Ces deux hommes, sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire, attendent de grands gestes de l'exécutif pour entrer dans leur pays. La correspondance de Justin Assalé. Acquittés par les juges de la CPI, la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours bloqués en Europe, bien que le chef d'État ivoirien ait affirmé que ces deux hommes sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Faut-il croire sitôt à leur retour en Côte d'Ivoire quand on sait que l'ex-président ivoirien et son ministre de la Jeunesse sont condamnés à 20 ans de prison par la justice de leur pays qui n'attend que leur arrivée pour les cueillir et les jeter en prison. Même si des tractations ont lieu entre les hommes de Laurent Gbagbo et l'exécutif ivoirien, l'on espère toujours d'une amnistie ou d'une grâce présidentielle qui tarde à venir. Du côté de Charles Blé Goudé, par contre, aucune information ne filtre. Toujours est-il que l'ancien leader des jeunes patriotes affiche sa volonté de rentrer dans son pays où il veut prendre une part active dans le processus de réconciliation mis à mal par la crise post-électorale de 2010-2011 et des dernières violences électorales d'octobre 2020. Accusés pour crimes contre l'humanité à l'issue de l'élection présidentielle de 2010, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été blanchis et définitivement acquittés le 31 mars dernier par les juges de la Cour pénale internationale après un procès à rebondissement qui aura duré 10 ans. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Un peu de sport avant de boucler ce journal. L'UEFA vote à l'unanimité le projet de la Ligue des Champions à 36 après l'annonce de la Super League ce dimanche. L'UEFA a décidé de répondre dans la foulée, outre les menaces de sanctions contre les 12 clubs fondateurs. Ça a aussi accéléré son nouveau projet dans les tuyaux depuis de très longs mois. Le nouveau format de la Ligue des Champions va voir le jour selon les informations du New York Times. Le comité exécutif de l'UEFA a voté à l'unanimité la nouvelle réforme de la Ligue des Champions à 36 clubs. Ce lundi, elle devrait bien commencer en 2024. Et puis, le Sénégal abrite ce lundi jusqu'au 26 avril le congrès continental du sport africain travailliste et amateur. Plusieurs pays ont confirmé leur participation. Le président de l'organisation du sport africain travailliste et amateur revient sur les enjeux de ce congrès. Dr Evely Malik qui est avec Elaj Malik. L'enjeu du congrès, il est double. Premièrement, il est question de faire le point de nos activités organisées depuis 2016, date de notre élection à la tête de cette organisation, pour tous ceux qui en sont membres, notamment les membres du conseil exécutif sortant. Et faire le point, ça veut dire faire le bilan avec ceux qui nous ont confié le mandat et nous projeter pour l'avenir. Que l'avenir, c'est aujourd'hui qu'il faut le penser, c'est pas demain. Et c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est de renouveler notre conseil exécutif parce que nous sommes arrivés en fin de mandat et statutairement, il est prévu de renouveler le conseil exécutif. Donc, il est électoral. Nous permettra également de voir si nous poursuivons dans la continuité ou si nous changeons de cap. Voilà pour l'enjeu. Maintenant, qu'est-ce que le Sénégal gagne? En posant cette question, il faudrait déjà savoir quelle est la place du Sénégal au sein de l'OSTAN. Et c'est ainsi qu'on verra que le Sénégal est une fédération parmi les plus importantes au sein de l'OSTAN et qui compte. Le Sénégal a un vice-président, le coordonnateur des activités sportives de l'OSTAN. Le Sénégal est une fédération qui a une vieille tradition de sport travailliste qui existe parmi les plus anciennes fédérations
n'est-ce pas, de sport du travail, et donc qui a une riche expérience à partager. Et le Sénégal a un leadership gagnant au sein de l'OSTA qu'il faut maintenir. Parce que tout cela ne se fait que quand on a une position d'influence. Et la position d'influence du Sénégal aujourd'hui, qui a été acquise au prix de son travail, mériterait justement d'être conservée et même peut-être, pourquoi pas, revalorisée. Officiel, le Sénégal, pays hôte des championnats d'Afrique de judo du 20 au 23 mai 2021. L'annonce est faite par l'Union africaine de judo. Le Sénégal va recevoir les prochains championnats d'Afrique de judo. L'événement va se dérouler à Diamniadio au Dakar Arena pour une durée de 3 jours. Le monde du judo africain va se donner rendez-vous au Sénégal. Le président de l'Union africaine du judo a apprécié le travail abattu par le Sénégal dans cette discipline qui porte ses fruits depuis quelques années. Rappelons que la 41e édition des championnats d'Afrique de judo se sont tenus à Antananarivo en décembre 2020. Manick Ndiaye est le champion en titre de sa catégorie. Le Sénégal a porté la médaille d'argent en compétition par équipe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. À 18h25, venons-en à votre rubrique Page économie avec Rapsay Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Malgré sa position de leader dans la zone UEMOA, le secteur de la microfinance au Sénégal fait encore face à un certain nombre de contraintes liées notamment à la faiblesse des ressources au niveau jugé élevé des taux d'intérêt débiteurs, raison pour laquelle le chef de l'État a mis sur pied le Fonds national de la microfinance qui va permettre à notre pays de disposer d'un organe qui va apporter des solutions aux différentes préoccupations du secteur de la microfinance. Le conseil d'orientation du FONAMIF a été installé par le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire, Zahra Iyane Thiam. Son explique au micro de Denisia Sambou. Notre pays a opté pour une politique de promotion du secteur de la microfinance, orientée vers une inclusion économique, financière et sociale des populations. C'est ce choix qui a guidé la création du FONAMIF, dont la mission est en parfaite cohérence avec cette ambition. Sa mission s'étend et se poursuit au travers des institutions de microfinance implantées sur l'étendue du territoire national pour l'accompagnement des clients constitués de jeunes, de femmes, particulièrement des populations vulnérables, mais aussi des collectivités territoriales. Le FONAMIF arrive dans un contexte de relance économique suite à la pandémie du coronavirus qui a engendré un choc économique brutal et donc doit efficacement être mis en œuvre afin de faciliter l'accès à des services de microfinance viables et durables aux micro-entrepreneurs et porteurs de projets à la recherche de financement. Pour le moment, le fonds a eu à déposer 2 requêtes de financement en rapport avec le ministère de l'économie. C'est des requêtes adressées à l'AFD et à la Banque européenne d'investissement pour un montant de 15 milliards chacune. Donc si nous arrivons à trouver des financements, nous pouvons présumer que le fonds aura un budget de 30 milliards pour cette année 2021. Mais cela demeure des projections. Donc aujourd'hui, ce qui est plus attendu du Conseil et de la Direction générale en particulier, c'est de jouer d'entre-gens pour que nous puissions avoir d'autres sources de financement afin d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Nous avons une stratégie claire pour le développement du fonds. Nous avons également un plan d'action bien établi. Pour le plan d'action de cette année, c'est clairement indiqué. Donc, il suffit maintenant de tout mettre en œuvre pour avoir les ressources nécessaires et nous nous y attellerons. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, 18h29, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres.
Les élèves maîtres issus du concours de recrutement 2020-2021 ont battu le macadam ce lundi. Ils veulent être les premiers servis dans le recrutement des 5000 enseignants promis par le chef de l'État. En tout cas, à Ziguinchor, les détenus de l'affaire Bofa-Bayotte ont bien tenu leurs promesses. Ils ont entamé une grève de la faim ce lundi pour exiger l'ouverture d'un procès après 3 années de détention. Toujours dans le sud du pays, pénurie d'eau est notée à Tionkessil dans le département Bignona. Ici à Dakar, Nyari Tali souffre depuis 2 mois. L'eau ne coule que tard dans la nuit et la Seno réagit. Les problèmes seront réglés après la mise en service de l'usine KMS3 en mai prochain. Et puis l'on s'achemine vers la réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal après 7 mois de fermeture. Un consensus trouvé entre les deux parties pour renforcer le contrôle des frontières. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Adaman John pour le prochain bulletin d'information. Mais ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Nutrition avec le docteur Bintou Chersek et Marie-Rosaline. Et tout juste après, retrouvez la page Ramadan avec Amadou Moustapha Dien. Et après, la page Culture, toujours avec Amadou Moustapha Dien. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique. Nutrition.